Bonjour à tous, webinaire un peu exceptionnel aujourd'hui, pas sur nos horaires habituels et avec des invités d'exception, à savoir nos clients. C'est pas tous les jours qu'on les invite, c'est pas tous les jours que les clients parlent. C'est pas toujours facile de faire parler les clients. Je suis sûr que vous-même, chacun dans vos métiers respectifs, vous avez la difficulté de faire intervenir vos clients et d'avoir des retours clients, des cas clients, etc. Donc on va faire ça aujourd'hui. On attend encore Anna, qui n'est pas une cliente, mais qui est notre directrice de projet. Elle devrait nous rejoindre en cours de route. D'abord, je présente Amélie Benz, qui est chez EasyVista, Jérémy Chicard chez Opcar et Nicolas Moulin-Fournier chez Eutelsat. Je vous laisse vous présenter plus précisément chacun d'entre vous. À toi, Amélie. Ok, super. Bonjour à tous et merci Gabriel pour l'invitation sur ce partage sur ce retour d'expérience. Merci à vous trois d'être là. Comme je l'ai dit, c'est toujours compliqué d'avoir des clients et c'est hyper sympa que vous soyez là. Donc, pour me présenter en quelques mots, donc moi je suis Amélie Benz, je suis la directrice marketing d'EasyVista pour la France. Alors EasyVista, en quelques mots, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'ITSM. ITSM pour IT Service Management en anglais, donc c'est la gestion des services informatiques. Nos clients sont les directions informatiques et en deux mots, ce qu'on leur propose, ce sont des solutions pour les aider à piloter leur activité. Un département informatique au sein d'une entreprise doit fournir, supporter des services, du plus simple, j'ai perdu mon mot de passe, comment je fais? On s'adresse au service desk, à des plus compliqués, des plus complexes, comme la gestion de la configuration d'un système d'information, où là, on est vraiment sur un dispositif informatique très conséquent. Voilà, j'ai le marketing chez EasyVista, c'est une vingtaine de personnes. On est 6 au marketing France et donc voilà, je pilote l'équipe et les activités, que ce soit la demand gen, l'événementiel, le marketing digital et puis je porte en direct les relations presse et la production de contenu. Et donc ce retour d'expérience aujourd'hui, c'est justement pour vous parler contenu et de la collaboration avec 1 minute 30. Merci beaucoup Amélie. Effectivement, parmi nos clients, depuis 2012 quand on s'est créé, on a quand même beaucoup d'éditeurs de logiciels. EasyVista qui fait partie de nos vieux clients, vu que c'est Anna qui a commencé à bosser pour vous dans une société que vous avez rachetée qui s'appelait Noesia. Et ça date de, je pense que c'est 2014 ou 2015, le premier contrat avec Noesia. Et de façon générale, on a beaucoup de clients dans l'IT, SAP, Oracle, on a eu Apple aussi. Enfin, ça fait partie des métiers pour lesquels l'inbound marketing, qui est notre spécialité initiale, même si aujourd'hui on a élargi l'offre, mais pour lesquels l'inbound marketing est particulièrement adapté, ce qui a fait, et l'IT était pionnière aussi sur cette démarche marketing, ce qui fait qu'on a beaucoup de clients dans l'IT depuis maintenant 9 ans. À toi, Jérémy. Bonjour à tous, Jérémy Chicard, donc je suis cofondateur de la société Opcar qui a créé l'application et la solution Ocase. Donc Ocase, c'est un ensemble de solutions administratives, on va dire, digitalisées à destination des professionnels et des particuliers sur le marché de l'automobile. Donc très concrètement, on apporte des solutions digitalisées pour réaliser ces démarches administratives, que ce soit chez un professionnel qui a un parc automobile à gérer, ou que ce soit jusqu'au particulier, au client final, qui doit réaliser une carte grise. Voilà, donc ça se traduit par une application, puis aussi par aujourd'hui des bornes que l'on déploie dans différents commerces pour faire en sorte que ces commerces deviennent services agréés de carte grise en fait. Voilà. Et là, Opcar fait partie de clients qu'on a moins régulièrement, à savoir des startups. Avec qui c'est toujours passionnant de travailler, mais qui sont des clients plus compliqués pour les agences en termes d'organisation, d'attente, de moyens.
Mais on a été ravis de faire un livre ensemble et du contenu pour mettre en place votre SEO. Tout à fait. Nicolas, à toi l'honneur aussi. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille chez Eutelsat. Eutelsat, c'est un opérateur de satellites. Donc on est dans l'infrastructure, dans les satellites de télécom. Donc on est une boîte essentiellement B2B, mais on travaille avec 1 minute 30 chez Eutelsat. Moi, je suis en charge d'une activité un peu particulière. Je lance des services vidéo qui complémentent en fait notre capacité satellitaire pour distribuer de la télévision aux utilisateurs finaux, on va dire. Et donc avec 1 minute 30, on collabore depuis 2016, je crois, pour lancer une activité de distribution vidéo directement auprès des utilisateurs finaux. Donc on a avec 1 minute 30, on s'est lancé plus dans le B2C. Et donc voilà, on va en dire un peu plus tard, je pense. Mais effectivement, ça fait, je sais plus si c'est 2015 ou 2016, mais ça fait quelques années maintenant aussi qu'on travaille ensemble et sur une collaboration longue, passionnante, avec un très beau projet pour nous, le Eutelsat, depuis toutes ces années. On a fait beaucoup de choses avec vous. Et je te remercie pour ta confiance et pour votre confiance. Effectivement, là, l'idée c'est de rentrer un peu plus en détail dans tout ce qu'on a pu faire avec chacun d'entre vous. Anna nous rejoint. Moi, Jérémy m'a dit qu'elle avait eu des problèmes techniques. Salut Anna. T'arrives juste à temps pour te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Anna, notre directrice de projet, DG. Bonjour à tous. Désolé, problème technique. Bonjour. Je te laisse te présenter. Oui. Et on a un peu introduit le fait que tu as commencé à travailler avec Noesia, pour Noesia, donc tu peux refaire un peu l'historique. D'accord, je vais refaire l'historique. Donc, je m'appelle Anna et je travaille en tant que directrice de projet chez 1 minute 30. Et effectivement, je travaillais tout d'abord pour Noesia en 2014 et j'étais coachée par Gabriel. Donc, j'étais internalisée au niveau des équipes 1 minute 30 tout en travaillant pour Noesia. Puis, au bout d'1 an et demi, j'ai rejoint 1 minute 30, donc les effectifs 1 minute 30. Donc, ça fait maintenant 6 ans que je suis chez 1 minute 30. Super, et t'es chef de projet, maintenant tu t'occupes de l'ensemble des projets. Et tu connais bien Eutelsat aussi, parce que c'est un projet sur lequel tu t'es beaucoup investi au début, etc., avant de passer la main. Nous, on a commencé en fin 2015 pour lancer d'abord une application mobile à destination des particuliers pour, on va dire, marketer les chaînes gratuites qui sont sur nos satellites. Donc, c'était un peu une nouveauté pour Eutelsat, qui est pas du tout au fait du B2C, et pas du tout au fait du digital. Et donc, 1 minute 30 nous a vraiment accompagné de la définition de la marque. On a fait un gros atelier avec moodboard, définition des keywords pour préparer le SEO, construction de tout le site web, de pas mal de collatéraux, etc., pour ensuite lancer une campagne digitale de promotion de l'application mobile. Et donc il y a eu un peu de récurrent, et puis ensuite il y a maintenant il y a 6 mois, on a lancé commercialement un service cette fois-ci de décodeur dans le monde arabophone, au MENA, et où on a avec 1 minute 30 revu complètement à nouveau la marque et relancé cette fois-ci beaucoup plus de contenu vidéo, beaucoup plus de réseaux de community management sur les réseaux sociaux. On a travaillé avec des influenceurs qui ont été recrutés par 1 minute 30, etc. Donc à chaque fois, c'est une grande diversité de formats qui sont mis en place. Et c'est vrai que initialement, moi, ce qui m'avait séduit dans la proposition d'1 minute 30, c'était la base de l'inbound marketing.
et le fait d'avoir une proposition. Nous, notre objectif, on voulait que l'application mobile soit téléchargée, testée par des utilisateurs. Et effectivement, là où 1 minute 30 s'était différencié, c'était vraiment dans cette approche de dire on va pas juste faire une campagne de promotion, puis c'est du one shot, et puis une fois qu'on s'arrête, il n'y a plus rien. On va essayer de construire notre propre contenu autour du site web pour pouvoir attirer et maintenir une trafic, une activité. Et donc du coup, on s'est retrouvé à avoir un site web qui décrit plus de 300 chaînes, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui c'est une référence en termes en tout cas sur certaines chaînes, c'est les premières pages qui sortent à chaque fois au monde. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Permet de faire connaître le service dans la durée sans réinvestissement en médias, quoi. Exactement. Jérémy, tu veux présenter? Alors, on a travaillé sur un projet de moins grande ampleur avec vous, et de façon plus ponctuelle, mais originale néanmoins. Oui, tout à fait. L'un des gros challenges que nous on a eu à affronter en tant que très jeune start-up au moment où on a fait appel au service 1 minute 30, c'était au niveau de la trustabilité, vraiment au niveau de la confiance qu'on voulait que nos clients nous accordent, sachant qu'on est sur un produit qui est assez complexe et un peu touchy à ce niveau-là, qui est la démarche administrative et notamment la carte grise. C'est quelque chose qui est très où le client a vraiment besoin d'être en confiance pour utiliser ces services-là. Et l'approche qu'on a eue, justement, c'est d'apporter tout de suite une légitimité très importante à la marque. Et pour ce faire, en fait, on a coécrit un livre qui s'appelle le guide le guide du super acheteur de voitures d'occasion, qui en gros référence toutes les connaissances acquises entre les 3 fondateurs plus d'autres intervenants extérieurs sur toutes les bonnes pratiques, sur comment bien acheter une voiture d'occasion, comment bien acheter son véhicule d'occasion, que ça soit de la recherche jusqu'aux démarches administratives, en passant par l'inspection en tout point, etc. Voilà. Donc en fait, voilà, on a écrit ce livre-là. N'oubliez pas cette incroyable collection du guide du super. dont nous sommes très fiers de faire partie. Et le fait d'écrire ce livre-là, en fait, l'idée derrière était non seulement d'apporter une grosse légitimité à l'application dans laquelle on retrouve plein d'astuces justement issues du livre, et aussi d'ouvrir certaines portes au niveau de la presse, et donc avoir un contenu un peu officiel, un contenu presse de qualité et officiel, et tout simplement une sorte d'existence légitime et trustable sur notre marché. Voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les résultats, c'est quand beaucoup de nos clients nous trouvent par justement ces contenus-là, ces articles, et quand ils doivent rechercher s'ils peuvent nous faire confiance ou pas, ils ont du contenu à trouver sur le fait que on n'est pas non plus n'importe qui. Voilà. Et c'est vrai que c'est une des particularités de l'agence, c'est qu'on est aussi maison d'édition et qu'on propose donc à nos clients la possibilité de faire des contenus digitaux comme des articles de blog, des vidéos, des infographies, des livres blancs, mais qu'on fait aussi des vrais livres en papier et qu'on les diffuse dans toutes les librairies, à la Fnac, sur Amazon. Et c'est, comme tu l'as dit, un super outil pour faire des RP. Ouais, et pour se positionner comme expert d'un sujet. Pour se positionner aussi sur le moteur de recherche d'Amazon, qui est le deuxième ou troisième le troisième plus gros moteur de recherche. Il y a Google, YouTube, puis Amazon. Et là-dessus, on a tout de suite des clients potentiellement intéressants. Donc, c'est une stratégie qu'on met en œuvre pour nos clients. On a édité aussi des bouquins de gens un peu connus, de Michael Aguilar, de Grégoire Gambato, qui a fait son dernier livre Cicatrice chez nous, et qu'on utilise nous aussi avec nos méthodes Acquisition Strategy Design ou 3 méthodes marketing pour les RH, qui sont nos derniers ouvrages et sur lesquels on construit aujourd'hui l'ensemble de notre offre. D'ailleurs, si vous allez sur notre homepage qui a été mise à jour hier, vous verrez que on structure notre offre autour de nos livres et de nos méthodes. Amélie,
je te laisse présenter ce que vous avez fait, même si tu n'étais pas là à l'origine avec Anna quand elle travaillait pour Noesia, mais ce qu'on fait ensemble depuis pas mal d'années. Non, mais je pense que c'est bien d'y revenir un tout petit peu, dans le sens où, effectivement, 1 minute 30 travaillait avec Noesia, qui est une technologie qu'on a rachetée, enfin, une entreprise dont on a racheté la technologie en 2017, et qui opérait sur le marché du CSM, donc Customer Service Management. Je vous ai dit en introduction, qu'EasyVista, on est un acteur de l'IT Service Management, et donc on a racheté cette technologie, et il y a eu une problématique d'un point de vue positionnement et surtout réflexion autour de notre pitch, de notre messaging, pour pouvoir avoir une cohérence sur le propos auprès de notre marché. Donc c'était vraiment comment faire pour faire converger notre discours, pour pouvoir à la fois couvrir le marché de l'ITSM, donc ITSM plutôt à destination des employés de l'entreprise en termes de clients, et le CSM plutôt à destination des clients finaux. Donc, sur le périmètre, à l'époque de Noesia, c'était déjà principalement une activité sur le blog. Donc, Noesia a fait appel initialement à 1 minute 30 pour créer le blog. Donc, quand en 2017, on les a rachetés, l'idée, c'était de pouvoir faire glisser ce blog très orienté client final à un blog qui allait pouvoir couvrir toutes les problématiques du service management. Donc, en fait, moi, ça fait 3 ans que je travaille avec Anna, pour le coup, sur la direction de projet, avec Fatih en tant que chef de projet dans l'équipe d'Anna, et différents rédacteurs chez 1 minute 30. Et l'objectif en 2019 a été de se dire comment il faut qu'on refonde notre blog. Il y a vraiment une refonte à penser. Donc 1 minute 30 nous a accompagnés sur un audit d'abord, et puis sur tout le développement d'un nouveau cocon sémantique. Donc voilà, un cocon sémantique, en l'occurrence une arborescence une arborescence de page web avec des mots-clés principaux sur lesquels travailler pour faire remonter notre contenu dans les moteurs de recherche, et puis des mots-clés secondaires pour venir appuyer le propos et élargir notre présence. Donc, on a travaillé là-dessus, et puis ça fait maintenant 2 ans un petit peu moins, 1 an et demi peut-être, qu'on est sur un rythme de croisière avec des revues extrêmement fréquentes, hebdomadaires, sur la revue de la position des mots-clés sur lesquels on souhaite être présent, des points mensuels aussi, des briefs très réguliers avec les rédacteurs. Donc, c'est vraiment une approche, on le sait, sur l'inbound marketing et sur le content marketing, c'est pas une science exacte. Donc, il y a un vrai travail de contenu, il y a un vrai travail d'analyse des chiffres, mais il y a aussi un vrai travail sur le contenu. Et voilà, c'est ce que j'ai apprécié dès le début dans la collaboration avec 1 minute 30, c'est vraiment leur expertise, tant d'un point de vue digital. On peut tout à fait. On a des rapports extrêmement réguliers sur l'analytique de notre site web, sur son autorité, sur le trafic sur nos pages et sur d'autres éléments plus spécifiques qui vont servir à appuyer la stratégie de contenu et stratégie digitale. Et puis, toute la dimension éditoriale et rédactionnelle. Tu l'as dit, Gabriel, au travers que vous avez vraiment un pôle et une compétence éditoriale forte. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, surtout sur des marchés de niche comme le nôtre, où on a une terminologie extrêmement spécifique, très métier, de pouvoir travailler avec une agence qui va être capable de produire des contenus qui vont être pertinents pour nos clients et qui vont vraiment… il y a une vraie compréhension de notre métier, de nos enjeux. Et c'est très, très important pour moi au niveau du rédactionnel, parce que le rédactionnel, pour moi, c'est une compétence très spécifique dans le marketing. Et voilà, on fait ça très bien avec 1 minute 30. Merci beaucoup, Amélie, c'est très sympa.
pour aborder avant qu'on rentre un peu dans le détail effectivement de la manière dont on travaille, il y a un sujet qui revient beaucoup dans la relation entre les agences et les annonceurs, c'est justement cette relation. Elle n'est pas toujours facile. Elle n'est pas facile du côté des annonceurs qui ont quand même un certain nombre de choses à reprocher aux agences de façon générale. Elle n'est pas facile souvent aussi pour les agences qui peuvent avoir aussi des choses à reprocher aux annonceurs. Comment vous la percevez-vous de votre côté avant qu'on rentre dans le détail de notre relation? Moi, c'est vrai que je me suis... Pour faire une petite intro, moi, je viens pas du monde de l'agence. Quand j'ai créé l'agence en 2012, j'avais beaucoup plus été entrepreneur et fait du conseil que fait de l'agence. Et en particulier, pour moi, la différence entre l'agence et le conseil, c'est la dimension très opérationnelle de ce qu'on fait. On produit des articles, on fait des sites, donc on fait des livrables, là où en conseil, on fait essentiellement... nos livrables sont concrets, là où en conseil, nos livrables sont essentiellement des slides. Et j'avais jamais vécu en conseil des retours de clients aussi abrupts que ce que j'ai pu vivre en agence. En conseil, le fait d'être sur la dimension stratégique, la dimension réflexion, il y avait toujours une forme de... Et typiquement, vous êtes tous les trois là, et j'ai pas eu ce problème-là avec vous, ça c'est certain, mais une forme de respect, de relation d'égal à égal entre moi consultant ou la société de conseil et le client. Et de temps en temps, on pouvait avoir des clients pas contents ou qui voulaient qu'on creuse plus un sujet, mais jamais des clients, et ça je l'ai entendu en agence, qui disent que notre travail est de la merde, qu'il a été fait par des Chinois, que c'était n'importe quoi, alors que la veille, le même client, et je pense à un, c'était sur des cigarettes électroniques, avait trouvé que notre travail était exceptionnel, il en avait eu les larmes aux yeux, mais entre-temps, il s'est fait pourrir par son chef, et nous, on s'est fait pourrir derrière, comme des malpropres, et c'est vrai que la relation, du fait qu'elle est plus sur de l'opérationnel, de l'exécution, moi j'ai senti... de la part de certains annonceurs ou dans certaines situations, une relation qui était plus du tout d'égal à égal, quoi. On était dans une relation de donneur d'ordre à exécutant qui n'avait plus du tout la même qualité de relation que celle de consultant à client. Et c'est vrai que, et on va en parler un peu plus loin, ça m'a amené à réfléchir sur notre métier, à introduire le conseil comme un élément clé de nos offres, tout au long du projet et pas uniquement lors de l'avant-vente, et puis à faire évoluer notre relation pour qu'avec nos clients, on soit des vrais partenaires, égal à égal, qui faisons de l'exécution, qui essayons de faire du mieux qu'on peut, des livrables de la meilleure qualité, mais en sachant qu'on est humain et qu'il peut y avoir de la perte d'informations ou un certain nombre de choses qui fassent que les livrables soient pas parfaits du premier coup. Mais voilà, il y a eu tout ce travail-là pour remettre la relation à niveau. Ce qui est intéressant, avant qu'on vous présente plus en détail notre dispositif d'accompagnement, la dimension très co-créative et intelligence collective de la façon dont on bosse, que vous nous fassiez part de vos expériences avec les agences en général, 1 minute 30 et les autres. Comment vous percevez cette relation agence-annonceur? On va encore faire un autre ordre. On va commencer par Jérémy. Si tu as des choses à dire là-dessus, parce que pour le coup, tu n'as peut-être pas eu des masses de relations agence-annonceur non plus. Disons que pour ce qui est de Hopcar, oui, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près une seule relation, c'est avec une Après, j'ai eu dans ma carrière pro sur des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avant, oui, on avait des relations avec les agences. Et c'est vrai que moi, de ce que j'ai perçu, même si au départ, petit à petit, je me suis mis à être directement en relation avec les agences et au départ, j'étais vraiment observateur. C'est vrai que au début, la relation avec une nouvelle agence est vraiment pleine d'enthousiasme et on a tendance à en attendre énormément
l'annonceur a tendance à attendre énormément de l'agence, comme si l'agence allait apporter la solution à tous les soucis et allait vraiment faire en sorte que d'un business qui fonctionne pas, c'est bon, quoi. On allait trouver la recette miracle et ça allait marcher. Et le problème, c'est que cette relation-là a tendance à s'effriter un petit peu au fil du temps. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Est-ce qu'il y a une sorte de lassitude au niveau de l'agence directement, ou aussi au niveau de l'annonceur qui, au final, se rend compte que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agence non plus qui est là pour apporter des solutions. Il y a aussi un travail à faire de son côté. Donc effectivement, moi c'est ce que j'ai pu observer. Je trouve que je pense que le challenge pour les agences aujourd'hui, en tout cas pour des annonceurs un peu comme nous, c'est effectivement de réussir à créer une relation plus endurante, on va dire, plutôt que d'avoir ce premier sprint plein d'enthousiasme, plein d'ambition, et qui au final va vite retomber un peu comme un soufflet et ne pas forcément déboucher sur quelque chose, sur une relation long terme. Ce que les annonceurs reprochent beaucoup aux agences, c'est que les meilleurs éléments, en particulier les directions conseils, ce genre de choses, sont très présentes au moment de la compète et au moment de gagner le projet. Et que ces gens-là, une fois que le projet est gagné, disparaissent, vont essayer de gagner d'autres projets, d'autres compètes, et qu'il reste les stagiaires et les chefs de projet juniors. C'est ça, c'est un peu ce qui se passe. Et ceux-là, ils sont plus dans une situation d'exé à faire plus ou moins bien ou du mieux qu'ils peuvent, parce qu'ils sont toujours de bonne volonté, mais que la dimension conseil, la dimension réflexion, la dimension adaptation a disparu du projet parce qu'on est passé en exécution. On y reviendra plus tard, mais dans notre modèle, on essaye de garder du conseil tout au long des projets. Amélie ou Nicolas, sur cette relation agent-annonceur, pardon. Excuse-moi, et je complète aussi, il y a aussi le turnover qui est pas mal reproché aux agences. Le fait d'avoir en fait un chef de projet, puis qui puisse changer en fait soit au bout de 6 mois, soit au bout d'1 an, soit même au bout d'1 an et demi, 2 ans. Mais ce turnover en fait, ça oblige les annonceurs à devoir tout réexpliquer, à reprendre la machine. Ça, c'est des choses que j'ai pu entendre aussi. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des choses qui se passent aussi. Ouais. C'est clair. Amélie ? Oui, moi, pour compléter ce que disait Jérémy, je suis entièrement d'accord que la relation avec une agence, ça se construit pas du jour au lendemain, que c'est un travail d'endurance ou vraiment qui doit se construire. C'est une relation, c'est un partenariat, tu l'as dit, Gabriel, c'est un partenariat qui doit se construire sur la durée. Je pense que quand on commence à travailler avec une agence, évidemment, il y a des attentes fortes dès le début, mais je pense qu'il faut voir plus loin que les premiers mois. Il faut vraiment être dans une stratégie sur le long terme. Ça me semble extrêmement important pour réussir à être dans une relation qui soit efficace et qui soit satisfaisante. Et ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est un point qui est très important pour moi sur la sélection d'une agence, c'est d'être très attentive aux compétences et à l'expertise que j'attends de l'agence. Une agence qui fait tout, pour moi, c'est une agence sur laquelle je vais déjà, c'est pas mon premier choix. Pour moi, c'est vraiment important de m'entourer d'agences qui ont des expertises dédiées et qui sont dans leur zone d'activité, dans leur périmètre de compétences et qui sont de vrais experts sur lesquels on peut s'appuyer. On le voit chez l'annonceur. On a des expertises marketing évidemment, mais nos métiers évoluent tellement vite que je trouve que c'est toujours bien d'être nourri par d'autres professionnels, et en agence il y a une vraie veille et je pense que les agences sont challengées au quotidien sur les derniers dispositifs, ce qui marche pas, et la dimension conseil est super importante dans le quotidien. Ça nous permet aussi, j'y reviendrai peut-être, mais dans ce qui est important pour moi aussi, c'est toujours être dans une dimension de test and learn. Rien n'est acquis, et du coup, le test and learn, ça veut dire tester de nouvelles choses, se planter, réussir, ça dépend, mais en tout cas être en mesure d'ajuster. Et ça, les agences apportent vraiment ça, je trouve. Quand elles sont expertes dans leur domaine.
Nicolas? Ouais, moi je suis pas, j'ai pas côtoyé énormément d'agences, mais je pense qu'effectivement c'est un exercice, un positionnement qui est difficile parce qu'il faut être l'agence, on attend d'elle qu'elle soit à la fois ce que tu dis, dans le conseil, à savoir avoir une vision sur une marque, sur un ton, sur les canaux à activer, et à la fois dans l'exécution. Et dans l'exécution la plus sale qui soit, à savoir un site web, le truc qui plante, la compatibilité sur des différents devices, etc. Et c'est peut-être là où ensuite c'est dangereux, on se fait taper sur les doigts parce qu'entre entre une promesse en disant je vois ce qu'il faut faire et ensuite vous prenez la responsabilité jusqu'au bout, et ça peut être compliqué parce qu'effectivement il y a des attentes qui sont élevées et puis vous assumez ce que vous avez promis. Enfin, en tant qu'agence, l'agence doit assumer jusqu'au bout, jusqu'au delivery, jusqu'aux coquilles dans les press releases, et donc c'est un exercice compliqué. Et puis effectivement, je pense que ce que disait Amélie est vrai aussi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce que comme on est multi-canaux, enfin multimédia pour communiquer, il faut être toujours au bout du jour de savoir qu'est-ce qui marche pas, comment prendre, quel angle on prend. Dans un certain format, etc. Donc c'est un exercice délicat. Anna, sur la relation agence-annonceur, tu as des éléments à rajouter, peut-être avec la perspective de l'agence et des complexités parfois dans les relations. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, parce qu'effectivement, il y a aussi la vision agence qui est importante et en plus, je connais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres agences. Donc, on en parle souvent, effectivement. Après, j'estime que nous, c'est vrai qu'on a quand même de la chance parce que, et c'est peut-être lié à ce que tu disais tout à l'heure, hein, Gabriel, le fait qu'il y ait aussi cette partie conseil qui est quand même pas mal d'échanges, qu'on soit pas dans l'exécution pure et dure. Mais je pense que ce qui est important dans la relation agence-annonceur, c'est une vraie transparence. C'est un vrai dialogue et c'est pas vendre du rêve en quelque sorte. Et je pense que c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Et par ailleurs, c'est vrai que je pense que la relation agence-annonceur a aussi évolué avec le temps. Elle n'est pas la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 10 ans ou 5 ans. Ça évolue progressivement et c'est vrai qu'en tant qu'agence, en fait, on attend aussi à avoir devant nous des gens qui comprennent tous les paramètres, qui comprennent qu'il peut y avoir des conditions et de timing et de qualité. Voilà, qui a en fait plusieurs paramètres et que nous, on fait de notre mieux et qu'on attend aussi de la transparence du côté du client et un véritable dialogue. Quand tu dis qu'elle évolue, pour toi, elle évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Pour moi, elle évolue dans le bon sens. Après, je ne peux pas en faire une généralité parce que je sais que ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas pour toutes les agences. Mais je pense qu'en tout cas, c'est important d'aller vers une relation saine et respectueuse. Bah ouais, enfin moi, ce qui pour moi traduit une évolution dans le bon sens, c'est quand même que on va dire qu'il y a un niveau de compréhension des sujets qui devient de plus en plus homogène. Il y a quelques années dans le digital, dans les agences, les agences comprenaient à peu près le digital et les annonceurs pas du tout. Ce qui faisait que les agences pouvaient souvent chercher à enfumer les annonceurs et qu'on a pu avoir comme ça des situations où des sites ont été vendus excessivement chers, où on racontait n'importe quoi sur les réseaux sociaux et que ça a pu créer des vraies difficultés dans la relation. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a mûri et a grandi dans le digital. C'est moins nouveau pour tout le monde, et ce qui fait que les annonceurs savent ce qu'ils peuvent demander aux agences, les agences savent qu'elles ne peuvent plus enfumer les annonceurs en leur racontant n'importe quoi, et qu'on arrive dans une relation
de gens qui connaissent les difficultés, les limites, ce qui peut être attendu et qui a moins effectivement ce côté miroir aux alouettes, solution miracle, même si ça arrive encore un peu, oui, il faut calmer, dire que tout n'est pas réalisable et qu'on ne deviendra pas premier sur Google avec 1000 euros par mois. Mais ce genre de choses apparaît beaucoup moins souvent, et en particulier chez des comptes un peu structurés. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui va quand même dans le bon sens dans la relation, où tout le monde monte en compétences. Ouais, non, c'est vrai, parce que du coup, on a des vraies conversations sur des choses qu'on maîtrise tous, des expertises et des compétences qui sont partagées et dont on peut voir qui sont sourcées sur le web. Et c'est l'un de nos rôles, à mon sens aussi, en tant qu'agence, de faire monter les équipes en compétences, de les accompagner dans cette montée en compétences pour qu'on parle le même langage, quoi. Vous avez des choses à rajouter sur cet aspect relation agence-annonceur avant qu'on attaque un peu une petite présentation de la façon dont on travaille et donc de la manière dont vous percevez cette organisation-là qui nous est un peu propre? Pas de sujet annoncé. Alors je vais prendre la parole pendant quelques minutes juste pour expliquer comment on travaille. Chez nous, il y a deux ou trois valeurs qui sont importantes dans notre façon de travailler avec les clients. Il y a une dimension co-création, intelligence collective qui est importante pour nous au démarrage des projets. Et pour ça, on a beaucoup formalisé à travers 2 livres dont je vous ai déjà un peu parlé, Acquisition Strategy Design, 3 méthodes marketing pour les RH, qui sont des livres, et puis 2 autres qui vont sortir sur l'expérience client et sur les processus de vente. Donc c'est des gros livres avec des méthodes, avec des outils d'intelligence collective, des canevas, des méthodes qui s'appuient sur le design thinking, etc., pour co-construire les stratégies ensemble et avoir ce travail dès le départ qui vient unir et mettre en place ce partenariat agence-annonceur, mais aussi au sein de l'annonceur avec les différentes équipes qui travaillent sur un projet, le marketing, les ventes, quand on est sur l'acquisition, la com, sur le marketing RH, la com, les RH, etc. Donc, essayer de créer des vraies équipes avec des réflexions collectives, des canevas qui permettent de se poser des questions communes, de dégager une vision commune et une compréhension d'un problème commun, et pour mettre en place des solutions qui font consensus. Donc ça, c'est un élément, on va dire, assez structurant chez nous, assez différenciant, et de fait, comme je vous l'ai dit, c'est notre nouvelle home qui met vraiment ça en avant, c'est ces méthodes pour créer des plans d'action à partir des méthodes du design thinking et de la compréhension de grands challenges marketing. Et puis, une fois qu'on est dans le cours d'un projet, d'un programme, on travaille de façon, on garde du conseil en permanence. Et de fait, dans nos projets, on a 2 unités d'œuvre, et je deviens un peu technique. On a les réunions stratégiques qui correspondent aux unités d'œuvre de conseil et de gestion de projet, mais qui font qu'il y a vraiment des temps de conseil avec un consultant senior qui est présent tout au long du projet pour accompagner le client, pour réfléchir avec lui, pour réorganiser le projet, le réajuster en fonction des réalités, faire du test and learn, tu l'évoquais Amélie, à savoir se dire tiens, ça marche pas, donc on va essayer de faire ça à la place et corriger, et pas être juste avec un chef de projet qui ne peut qu'exécuter et qui n'a pas le recul nécessaire pour prendre ce type de décision. Et on a une autre unité d'œuvre qui sont les points et qui permettent de choisir ce qu'on va faire comme livrable au fur et à mesure. Donc au début d'un projet, on va avoir un plan d'action, un macro plan d'action complet qui dit qu'on va faire X articles de blog, X vidéos, X infographies, etc., X community management et tout. Tout ça, on le traduit en points. On sait qu'on a les moyens de faire tout ça, mais on sait aussi que tout au long du projet, on peut ajuster et remplacer un article de blog par, quelques articles de blog par une vidéo si on se rend compte qu'on a des vidéos à faire. Si, comme l'année dernière, on passe d'un moment où on avait prévu de faire des salons à la Covid et il n'y a plus de salons, on sait facilement passer de salons à des webinaires sans qu'il y ait d'avenants à discuter, de renégociation, vu qu'il s'agit juste de réallouer les points. Et ça apporte énormément de souplesse dans nos projets. On parlait de la complexité de la relation annonceur. Quand j'ai mis ça en place,
j'étais dans un modèle d'agence classique, à savoir que on commençait par de l'avant-vente avec du conseil, un plan d'action co-construit, parfois même un atelier au départ. Ça fait longtemps qu'on fait des ateliers et effectivement, on en a fait en 2015 ou 2016 ensemble, Nicolas, mais des ateliers autour de l'inbound marketing, ça fait bien effectivement 5 ans qu'on en vend et qui sont les points de départ de nos stratégies. Mais à la fin de l'atelier, je faisais un plan d'action, je listais le nombre d'articles de blog, le nombre de vidéos, le nombre d'infographies et ça faisait le devis. Et c'était des lignes du devis. Ce qui faisait que derrière, il y avait plus de conseils, il y avait un chef de projet qui, pendant 1 an, allait dérouler ce plan d'action. Et on parlait de la bonne volonté des chefs de projet, je ne l'ai jamais remise en cause, mais un chef de projet qui a 25 ans, 30 ans, va pas être en mesure de challenger ce qu'il fait, de se rendre compte que ça adhère de moins en moins avec la réalité du marché, que les sujets définis 6 mois avant étaient peut-être moins pertinents 6 mois après, etc. Et au fur et à mesure du temps et de l'exécution du projet, on va dire qu'il y a eu un écart qui se creusait entre le plan d'action initial, les attentes de l'annonceur et la satisfaction de l'annonceur. Ce qui faisait qu'au bout d'1 an, à la fin du projet, on avait à peu près bien fait le truc, le mieux possible, etc. Mais l'annonceur nous remettait en compète parce que il n'y avait pas eu de conseil, parce que à la fin du truc, le plan d'action n'était plus très corrélé avec la réalité du marché. Là, avec notre mécanique de réunion régulière et de points, on est en capacité en permanence d'ajuster le cours du projet, de challenger ce qu'on fait, de faire du test and learn et de garder vachement de souplesse dans la relation qui reste partenariale parce que on se re-challenge en permanence et on réoriente le projet sur les vrais besoins du moment en permanence. Et c'est vrai que par rapport à ça, alors la Covid est une année particulière parce qu'il y a des projets qui se sont arrêtés, mais on est passé de 50% de fidélisation de nos clients avant la mise en place de cette logique de programme, de réunion et de points, à peu près 90%. Alors c'est à grosse louche, hein, mais on a vraiment amélioré la qualité de la relation dans la durée, avec un petit point sur lequel on doit encore travailler, et tu l'évoquais Jérémy, c'est une forme de lassitude au bout de 2-3 ans qu'on n'a pas complètement toujours réussi à dépasser, avec l'envie effectivement de nouveautés, de nouvelles têtes, de nouvelles idées, etc. Et ça, on doit encore réfléchir à la façon de redynamiser une relation qui est de bonne qualité, mais qui peut créer de la lassitude. Je vous laisse réagir par rapport à ça. J'ai beaucoup parlé. Ce que vous pensez des ateliers, ce que vous pensez de cette mécanique de réunion et de points qui est un peu compliquée à expliquer en avant-vente, mais qui, je crois, dans l'usage est assez facile. Qui veut s'exprimer en premier? Moi, je veux bien commencer parce que effectivement, j'ai vu l'évolution. Non, mais moi, effectivement, les on a, comme tu dis, on a fait des ateliers dès le début parce que nous, on était vraiment, Gabriel a eu la gentillesse de prendre le projet. Bon, il était content de prendre le projet, mais c'est vrai qu'on on avait un peu une feuille blanche. On a dit ouais, on a une application mobile, on sait pas trop comment elle s'appelle. Faut qu'on la lance, faut qu'on teste le truc, etc. Et donc le scope qui était vraiment faire un plan média multicanal pour produire du contenu. Gabriel a dit bon, on va vous aider. Il va falloir qu'on travaille pour définir la marque. Tout ce qui était moodboard, tout ce qui était du coup quels étaient les mots clés pour pouvoir avoir un bon SEO. Ça, c'est des choses qu'on a fait vraiment conjointement avec l'équipe produit chez moi, l'équipe Marcom chez Eutelsat et puis vous qui apportiez ce savoir-faire du SEO, du référencement, de vraiment de la taxonomie, enfin de la sémantique pour pouvoir répondre aux besoins. Et puis nous, comme on est une boîte B2B, parfois on a quand même des prismes sur le vocabulaire, etc. Donc vous nous rappeliez au terrain en disant bon, ok, là on parle à des utilisateurs finaux, donc c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Avec la difficulté qu'on parlait avec des audiences russophones, anglophones, francophones, arabophones, donc c'était un peu
ça a rajouté une complexité à cette dimension B2C. Et puis ensuite, on avait déroulé, effectivement, comme tu disais, Gabriel, il y avait tout un plan qui avait été déroulé. Puis quand on a fait ensuite, ça, on va dire cette deuxième phase où on a fait un reboot de la marque et de la campagne. Là, on a vu, alors effectivement, c'est vrai que la première fois que tu m'as expliqué les points, je trouvais que c'était c'était un peu difficile de rentrer dans cette logique. Et au final, je pense qu'effectivement, on en a vraiment perçu la valeur parce que bon, on a refait encore quelques ateliers pour cette fois-ci reprendre le site web. On changeait complètement le produit, donc il fallait le réexpliquer d'une façon différente. Et puis on a déroulé un petit peu, on a commencé à dérouler le plan qu'on avait défini. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'effectivement, au bout de 4-5 mois de retour client, il y a le community management qui est revenu vers nous en disant bon ben voilà, on a tout le temps ces genres de questions, etc. Et très rapidement, on a pu se remettre tous autour de la table pour reconfigurer le parcours visiteur sur le site web pour réexpliquer de façon beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus concret. Et effectivement, on l'avait fait avec un mindset plutôt, je pense, occidental. Et là, on parlait à des populations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui, du coup, dans leur approche, avaient besoin de réponses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pédagogiques. Et donc, on a réussi très rapidement à se réadapter dans notre mode de communication, qui a été assez efficace. De la même manière, on avait prévu de faire quand même beaucoup d'influenceurs et donc on a lancé une première campagne d'influenceurs en bêta test en quelque sorte, qui a plutôt bien marché parce que les contenus produits par les influenceurs étaient de très très bonne qualité, mais néanmoins je pense que les retombées étaient pas aux attendus et donc du coup on a réussi très rapidement avec ces points à dire bon ok, on a testé, on a produit du contenu, on va le réutiliser d'une façon différente et puis on va finalement faire des petites vidéos plus pédagogiques. C'est la pédagogie qui compte sur ce produit et donc se reconfigurer très facilement pour essayer pour attraper l'audience et expliquer de nouveaux produits quoi. Merci Nicolas. Amélie, Jérémy, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, ouais. Je t'en prie, Amélie, si tu as quelque chose à rajouter. Alors, côté EasyVista, les ateliers, on n'en a pas fait au début de la collaboration. Peut-être historiquement avec Noesia, encore une fois, mais en tout cas, quand on a commencé à travailler ensemble sous la houlette EasyVista, il n'y a pas eu d'atelier. On est tout de suite rentré dans le projet de refonte du blog. C'était l'urgence. On a travaillé là-dessus principalement avec évidemment le volet conseil et le volet très opérationnel. Et puis récemment, il y a 2-3 mois, en avril, on a justement organisé un atelier ASD, Acquisition Strategy Design. Ça y est, j'ai le vocabulaire, Gabriel. Ça va, ASD. Pour justement répondre, comment dire, peut-être ce besoin de se renouveler un petit peu et puis de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait chez EasyVista. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais on est un éditeur français, mais implanté à l'international, avec une offre qui se complexifie et puis une maturité de marché d'un pays à l'autre qui est très différente. Du coup, des problématiques encore une fois, de positionnement et d'un marché sur l'autre. Et donc, on s'est dit, on a échangé avec 1 minute 30 là-dessus et il se trouve que voilà, on est parti sur 2 demi-journées de formation, donc quelque chose de pas trop lourd et pas trop prenant, je dirais, pour les équipes, puisque sur l'atelier, on avait des gens du produit, des gens du commerce, les équipes Marcom, France et aussi États-Unis. Et que l'objectif, c'était, tu l'as super bien dit, Gabriel, la co-création intelligente, c'était vraiment ça. Hein, ce qu'on a apprécié dans la méthode, c'était le fait de pouvoir que tous les parties prenantes puissent échanger
sur les problématiques qu'on rencontre avec des méthodes. Alors c'était il y a 3 mois, donc c'était à distance. Voilà, avec des méthodes de post-it, quelque chose de très très interactif, très collaboratif, et qui nous a permis en fait de redéfinir nos personas et nos parcours d'acquisition, et de pouvoir justement repenser les choses de manière un petit peu plus globale, et puis vraiment mettre en avant les différences entre les marchés, et que l'ensemble des parties prenantes soient là pour discuter, pour échanger à ce sujet-là. Ça a d'ailleurs été un des feedbacks en fin de formation, de dire c'est marrant parce que ça on le sait tous, mais on n'a pas l'occasion à un moment donné au sein de l'entreprise de tous se retrouver et de pouvoir se poser et de se dire ok, on a cette problématique-là, comment on l'adresse. Donc on a eu cet atelier, on a eu proposition de plan derrière de la part du Minute 30. On n'a pas encore mis en œuvre des actions. Donc on en est là du projet, mais pour moi, c'était très important de pouvoir réussir à arriver à un consensus en interne sur quelles étaient nos problématiques et quels étaient les leviers qu'on pouvait avoir. Donc voilà. Ouais, comme ça. Tu mets le doigt sur 2 sujets intéressants. L'un, c'est que la méthode Acquisition Strategy Design, et on s'est nous beaucoup structuré pour travailler sur des projets internationaux, et les 2 exemples qu'on a autour de la table avec Eutelsat, où on travaille beaucoup sur les pays du MENA, et avec vous, sont des exemples de collaboration sur des logiques internationales. Et le deuxième, on parlait des relations agence-annonceur au démarrage, et le besoin de travailler ensemble comme des partenaires, d'égal à égal, en réflexion. Et c'est vrai souvent aussi au sein des entreprises, où il y a quand même souvent des silos dans les organisations, entre le marketing et les ventes, la com et les ventes, ou entre les pays quand il y a des organisations globales locales, et que si on veut que ça se passe bien, je considère que l'un de nos rôles, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de leur donner l'occasion d'échanger, de collaborer, et d'avoir cette vision commune qui permet ensemble d'être plus efficace. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de faire une petite remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec cette notion d'agence qui fait tout. Alors nous, on a une forte dominante contenu, on vient de l'inbound marketing, mais j'ai aussi, moi, la volonté de ne pas être une agence qui fait tout de façon dispersée, mais d'être une agence qui a une vision systémique des sujets. Ce qui m'amène à faire beaucoup de choses parfois en faisant appel aux meilleures expertises, mais à avoir une vision... Tu vas dire intégrer, Gabriel. Non, mais moi j'aime bien systémique parce que je suis ingénieur de formation, et que dans mon école, on nous a accueillis en disant on va faire de vous des ingénieurs système, et avec la vision globale du processus. Pour nous, dans beaucoup de nos missions, c'est le processus d'acquisition qui est ce sur quoi on vient nous contacter, d'où le livre Acquisition Strategy Design, avec cette volonté de dire on doit avoir plus de clients, et pour ça, il faut faire progresser le client dans son parcours d'achat. Et la progression du client dans le parcours d'achat peut se faire de plein de façons, avec du contenu, mais aussi avec du média, mais aussi avec des emails, des webinaires, etc., etc. Donc il y a plein des flyers distribués à la sortie du métro, selon les cas de figure. Et on ne sait pas toujours au démarrage d'un projet quelle va être la bonne expertise pour réussir à faire progresser le client dans son parcours d'achat, pour réussir à l'amener à être client. Donc, moi, ma proposition de valeur, elle est de dire, on va réfléchir ensemble à la meilleure façon de faire. On va utiliser des outils et des méthodes qui vont permettre d'avoir cette vision commune du parcours d'achat, et donc d'être en capacité de dire, tiens, il faudrait peut-être faire des flyers ou des livres ou du SEA ou du paid media, etc. On va essayer ça ensemble. Pour ça, derrière, moi, je fais appel à des talents, et ça, on l'a pas évoqué, c'est que en interne, aujourd'hui, on n'a plus que les chefs de projet que Anna coordonne, forme, fait progresser, et on s'appuie beaucoup sur des ressources externes pour les consultants. Alors, moi, j'en suis un, mais on a aussi des consultants experts qui ont été directeurs marketing d'éditeurs de logiciels, qui ont été directeurs marketing dans la restauration, etc., ou patrons d'agence. Externes pour accompagner les clients, bien connaître leur secteur d'activité sur l'aspect conseil et challenge. Et après, on fait appel à des rédacteurs, à des graphistes, à
à des spécialistes de l'achat média, etc., au niveau des talents pour utiliser les points. Donc, on va utiliser cette souplesse en faisant toujours appel aux meilleures expertises, mais en offrant et de l'expertise, mais aussi de la capacité de switcher d'un levier d'acquisition à l'autre. Et pour moi, ça, c'est important parce qu'on peut se dire, tiens, le paid media, Nicolas l'a dit tout à l'heure, au début, on s'était dit, les influenceurs, ça va vachement marcher. Et en fait, comme tu l'as dit, c'était assez cher, compliqué à réunir, et finalement, pas avec des résultats dingues. Et on a rebasculé le budget sur quelque chose d'assez différent, à savoir faire des vidéos pédagogiques. Si on n'était que spécialiste de la relation influenceur, on n'aurait pas pu faire cette bascule. Et on n'aurait pas pu dire, notre client nous aurait signé X opérations relation influenceur, on aurait dit, elles sont signées, on les fait, quoi. Et je peux pas vous proposer à la place des vidéos parce que vu que je sais pas les faire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette vision experte. Elle est importante parce qu'on doit être capable d'être force de proposition et on peut pas découvrir le sujet avec le client ou être moins bon que le client sur un sujet. Mais moi, je tiens beaucoup. Et c'est vrai que ça nous rend parfois plus compliqué à appréhender ou moins lisible que nos confrères. Je tiens beaucoup à notre capacité à dire notre expertise, c'est pas le contenu ou l'influence, c'est d'être en mesure de vous accompagner sur l'acquisition et de faire progresser votre processus complet d'acquisition. Et ça, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, même si c'est plus compliqué. C'est vrai que j'ai des confrères spécialistes du SEO qui ont pu faire une croissance beaucoup plus forte de l'agence en ne vendant toujours la même chose. Et le faire très bien. Je pense à Eskimo, qui s'est vachement bien vendu, qui est très bon en SEO et d'autres. Intellectuellement, moi, ça m'animait moins parce que j'avais l'impression d'être moins en capacité de répondre aux enjeux de mes clients, à savoir en leur apportant du conseil, de la capacité de challenger les choses, de les faire progresser, de faire basculer aussi parfois. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour faire de l'inbound, alors que c'est pas du tout pertinent dans leur cas de figure. Parce que ils ont une cible de clients hyper bien identifiée, ils veulent que les grands comptes et des DSI d'une certaine taille grand compte. Il n'y a pas besoin de faire de l'inbound, on peut faire de l'ABM, on peut faire plein d'autres approches plus directes que d'espérer qu'on nous trouve tout seul en référencement naturel. Enfin voilà, juste pour évoquer quelques éléments. Jérémy, t'as pas évoqué le sujet atelier, dispositif d'accompagnement, et Anna aussi, toi qui as vu la différence, et puis leur passe aussi, j'ai beaucoup parlé aussi, excusez-moi. On va bientôt conclure aussi. Ouais, nous, concernant la partie atelier, c'était une situation un peu particulière, comme encore une fois, on est une start-up très jeune, donc on a, nous, le souci était de faire des ateliers pour inclure très rapidement des bonnes pratiques, pour vraiment se lancer. Donc on a eu quelques ateliers au départ justement sur cette partie SEO, rédaction d'articles. Et aussi, après il y a eu le gros chantier du livre, parce que nous aussi l'intérêt qu'il nous fallait, comme on est très jeune, qu'on a beaucoup de solutions qu'on confronte au marché, puis on fait beaucoup de test and learn et on a beaucoup pivoté. On avait ce souci-là d'avoir un livrable tel que ce livre-là qui puisse être assez large pour qu'on puisse continuer à s'en servir malgré les nombreux pivots qu'on a pu faire. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. C'est vrai que vous avez vachement pivoté. Oui, Gabriel peut en témoigner. Enfin, il était là au début du projet. Ça n'a plus grand-chose à voir. On est toujours sur le marché de l'automobile d'occasion. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut. C'est le seul élément commun. Mais bon, voilà. En tout cas, on pense avoir trouvé une brèche, et c'est notamment grâce aussi à ces bonnes pratiques qu'on a su mettre en place dès le départ et qu'on continue aujourd'hui à appliquer en fait de façon opérationnelle au quotidien, même si c'est des petites choses, des petits détails, mais au moins voilà, ça c'est fait. Et moi, ce que j'aime bien dans la relation qu'on a avec Unit30, c'est que malgré qu'aujourd'hui on ait moins de
on est moins de relations, on fasse moins d'ateliers, on est moins de relations vraiment officielles, on va dire. Il y a toujours, on est toujours assez souvent en contact avec Jérémy pour quand même qu'il se tienne au courant du projet, savoir comment ça se passe, etc. Suivre un petit peu les choses, surtout dans un projet jeune comme le nôtre, c'est intéressant de savoir ce qui se passe parce que du jour au lendemain, voilà, ça change. Et donc c'est vrai que cette partie-là est intéressante parce que nous on est toujours, on espère pouvoir très rapidement relancer toute une stratégie, réfléchir à un plan stratégique avec 1 minute 30. Et je finirai aussi sur une petite parenthèse sur l'acquisition strategy design qui pour le coup nous a beaucoup servi aussi. C'est un bouquin que j'ai un peu dévoré et voilà, on a fait quelques ateliers en interne avec mes collaborateurs et c'est vrai que il y a vraiment cette partie qui est hyper intéressante et ça regroupe un peu ce que tu disais sur la mise à niveau des compétences. C'est hyper intéressant que ce soit déjà en interne, que tout le monde soit sur un même niveau en termes de connaissances au niveau du processus d'acquisition de clients, que ce soit au niveau du service technique, que ce soit au niveau des ventes, de la com, etc. De tous ces services-là, même les opérateurs doivent avoir cette compréhension de comment ça fonctionne et comment on peut améliorer. Et avoir cette prise de recul-là, et c'était hyper crucial pour nous. C'était hyper important. Aujourd'hui, tout le monde arrive à appréhender la vision aujourd'hui qu'on a à moyen et long terme de l'entreprise grâce à ces petits ateliers qui sont et que vous avez mené tout seul avec le livre. Donc ça, c'est aussi un des aspects du livre, c'est qu'on a essayé de le rendre les plus pratico-pratiques pour que la méthode puisse être utilisée chacun chez soi dans son entreprise. On doit conclure un petit mot de la fin, tous les trois qui n'ont pas parlé, Anna, Amélie, Nicolas. Quels conseils vous pouvez faire à nos clients ou aux gens qui nous regardent, et puis une petite conclusion, et puis merci encore une fois de votre participation. Mon dernier conseil, mais ça va être un peu une tarte à la crème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a tous les moyens de faire du test and learn effectivement sur les différents canaux. Pas forcément de se précipiter, mais de tester ce qui marche effectivement pour pouvoir ensuite adapter au mieux les efforts qu'on fait. Je pense que ça, c'est vraiment une recette qui marche bien aujourd'hui. On a tous les outils pour mesurer. Et parfois, on a l'agence qui pousse en disant on y va. Et il faut savoir prendre des temps de respiration pour pouvoir. Et justement, cette approche de dire ok, on teste, ça marche pas, on y va, on repart, etc. Qui est, je pense, très efficace. Merci Nicolas, merci pour ta participation. Amélie? Je dirais peut-être que ce qui est super important avant pour nourrir la stratégie et avant de mettre en place des actions, c'est vraiment de comprendre les enjeux de nos clients en tant qu'annonceur. Tu disais tout à l'heure, Gabriel, j'ai un client qui est venu vers moi en me disant je veux faire du SEO. Je pense qu'il faut qu'on change notre mindset par rapport à ça et qu'on soit vraiment dans quelles sont les attentes de nos clients et ensuite de s'appuyer sur les bonnes expertises. C'était ta conclusion, pardon. Et les bonnes expertises pour pouvoir ensuite créer des parcours d'acquisition qui marchent, quoi. Là, ça, je suis d'accord. On peut pas. Il y a trop de recettes de cuisine qui se baladent avec des gens qui disent c'est la recette miracle pour tous les projets. Non, il y a pas de recette miracle pour tous les projets. Le gros, le machin, tout ça, c'est très bien. Sauf qu'il faut savoir quand l'utiliser et pour qui l'utiliser. Et ça manque. On cherche trop des solutions miracles. Tu t'en parlais, Jérémy, au démarrage dans la relation agence-annonceur. Il n'y a pas de solution miracle. C'est que du hard work à faire pour y arriver et tester, se planter, etc. Anna, tu veux dire quelque chose en plus? Oui, peut-être un petit conseil aux chefs de projet dans les agences pour leur dire que pour qu'une relation se passe bien avec un annonceur, il faut pas hésiter en fait à expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on fait, pour vraiment réussir à faire comprendre quel est aussi notre métier et comment ça peut bien se passer entre nous, qu'est-ce que ça implique, pour pas créer de fausses attentes en fait. Et rester oui, optimiste, mais ne pas oublier que il y a des challenges en fait dans chaque projet et que donc il faut rester aussi réaliste et de pas faire de fausses promesses. Et après côté annonceur, je dirais qu'il faut aussi beaucoup s'intéresser à la qualité du recrutement dans les agences.
parce que mine de rien, finalement, on rejoint un peu le point critique qui est souvent énoncé. Donc, la qualité du recrutement et puis ne pas hésiter aussi à rencontrer les futures personnes avec qui on pourrait éventuellement collaborer sur les projets dans les agences qu'on convoite. Merci beaucoup, Anna. Un dernier mot, Jérémy, ou sinon je vous salue tous. Simplement conclure effectivement sur le fait que c'est hyper important de voir la relation agence-annonceur comme un vrai partenariat et il faut faire en sorte que les compétences montent des deux côtés et soient présentes des deux côtés, que ce soit pas qu'un seul qu'il y ait un aller-retour, quoi, que ce soit pas qu'un aller simple. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre, c'était passionnant. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. Merci pour votre temps parce que je le disais en intro. C'est pas tous les jours qu'on arrive à faire parler des clients, donc merci de l'avoir fait, merci d'avoir pris le temps de le faire. Merci pour nos relations agence-annonceur saines et de qualité depuis plusieurs années avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup, c'est hyper sympa. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous.